Donc, pour la structure financière, donc c'est le dosage qui existe dans le passif entre les fonds propres et les fonds d'emprunt. Donc, il y a des ressources qui appartiennent à l'entreprise et des ressources qui empruntent. Donc, exemple, donc 60%, 40%, c'est une structure financière. Donc, la question qui se pose, est-ce qu'il y a une structure financière optimale? Parce qu'on sait à travers le modèle de levier, plus on s'endette, plus la rentabilité augmente. Donc l'entreprise a intérêt à s'endetter davantage parce que si sa rentabilité financière augmente, donc sa valeur augmente, donc le cours également va augmenter. Et si le cours augmente, donc la capitalisation boursière augmente. Mais sur cette logique, on doit aller à 100% dette. Mais non, il ne faut pas dépasser un seuil. Parce qu'au-delà d'un seuil, lorsque l'entreprise est tellement endettée, le coût de la faillite augmente. Donc, est-ce qu'il y a un niveau optimal? Donc, à l'évidence, oui. Comment on le détermine? Donc, si depuis les années 50 jusqu'à présent, il y a un débat dans ce sens. Donc, pourquoi on cherche à étudier la structure financière? Donc, c'est tout simplement pour porter un jugement sur la santé financière de l'entreprise. Est-ce qu'il est bien ou pas bien? Donc, étudier la structure par le responsable, c'est-à-dire la direction générale, le conseil d'administration, parce que c'est un passage obligé pour la prise de décision. Est-ce que je vais m'endetter ou augmenter le capital? Donc, l'entreprise a besoin d'abord de connaître sa structure. Si les fonds propres représentent une part importante, donc l'entreprise peut s'endetter. Et si l'inverse, l'entreprise doit augmenter son capital. Pour le pourvoyeur de fonds, donc les banques, les obligations, les actionnaires, les obligataires plutôt, les actionnaires à la bourse des valeurs. Donc ils vont juger sa solvabilité et sa rentabilité. Donc l'entreprise demande un crédit. Le banquier, avant de lui accorder l'emprunt, il vérifie sa structure. L'entreprise veut augmenter le capital et émettre des actions. Donc pour l'État, pour pouvoir prélever ses impôts. Donc combien de conceptions combien de conceptions donc on a dans la structure financière? Donc très souvent 3 conceptions. Donc la première que vous voyez devant vous au niveau de la diapositive, c'est la conception classique, c'est ce qu'on appelle la conception patrimoniale, qui consiste à travers la structure financière à préciser la solvabilité et la liquidité. Donc la solvabilité, est-ce que le total dette peut être honoré par le total des actifs, l'horizon temporaire? Et pour la liquidité, est-ce que le total des dettes à court terme peuvent être honorés par des actifs à court terme? Nous avons la deuxième conception, c'est la conception fonctionnelle. On voit est-ce que les équilibres financiers sont préservés ou pas. Dit d'une autre manière, est-ce que le besoin en fonds de roulement peut être financé par le fonds de roulement? Si oui, tant mieux. Si ce n'est pas oui, est-ce qu'il peut au moins financer le besoin en fonds de roulement d'exploitation? Si oui, tant mieux. Donc si ce n'est pas oui, on dira que l'entreprise est déséquilibrée. Au niveau de ces deux niveau, donc on regarde pas au niveau de ces deux conceptions, on regarde pas la dimension du risque. C'est de là vient la conception pool de fonds. On est amené à examiner les deux aspects, la structure financière en relation avec le risque qu'il peut générer. Ici, on fait appel au rapport rentabilité-risque. Donc, on a une structure financière qui nous donne une rentabilité qu'on va comparer par rapport au risque. Donc, on va intégrer dans l'analyse le coût de la faillite. Donc, plus
la dette est élevée, plus le coût de dette est élevé. Parce que la solvabilité baisse. Donc cette conception pool de fonds est très moderne, mais il a été très marginalisé parce qu'il quitte un petit peu la finance de marché pour entrer dans la finance quitte la finance la finance de l'entreprise vers la finance de marché et gestion de portefeuille, rapport à rentabilité risque. Donc les fondements théoriques de la structure financière. Pour les fondements théoriques de la structure financière, dans les années 50, donc un célèbre article, le modèle Modigliani et Miller. C'est un modèle qui intègre toutes les hypothèses néoclassiques. On suppose qu'il n'y a pas d'impôt, on suppose un marché parfait, pas d'asymétrie d'information, les entreprises sont de taille atomistique, on suppose qu'il n'y a pas de coût de faillite, on peut s'endetter à l'infini. Dans ce cas-là, ce modèle, on dit qu'il y a la neutralité. Si vous endettez, soit vous endettez, soit vous endettez pas. Donc ça n'impactera pas la valeur. La valeur n'est pas impactée par le niveau d'endettement ou des capitaux propres. Donc c'est la théorie de la neutralité. Mais dans un monde où il n'y a ni impôt, où les marchés sont parfaits, et où il n'y a pas coût de faillite, ça il est valable. Mais cet article a fait l'objet d'énormes critiques, ce qui a poussé encore une fois ces deux économistes, Modigliani et Miller, encore une fois, dans un deuxième article, à tenir compte l'impact fiscal. Donc, quand je m'endette, je paie des intérêts. Les intérêts sont déductibles fiscalement parlant. Puisqu'ils sont déductibles, ça augmente la rentabilité. Quand on tient compte de l'impôt, il y a une économie fiscale. Donc, plus je m'endette, plus il y a de l'économie fiscale, parce qu'il n'y a pas de limite, il est déductible à 100%, quel que soit le montant. Puisque l'endettement, il génère une économie fiscale. Et puisque cette économie fiscale n'est pas plafonnée, donc plus on s'endette, plus l'économie fiscale augmente. Et si l'économie fiscale augmente, la rentabilité augmente et par voie de conséquence, le prix augmente. Très vite, on a dit, on peut aller à l'infini parce que les fonds propres vont aller à zéro. Mais il y a un seuil au-delà duquel le coût de la faillite augmente. C'est la troisième étape. Si j'intègre le coût de la faillite, donc la valeur de l'entreprise endettée est égale à la valeur de l'entreprise non endettée plus l'économie fiscale. Donc ce raisonnement-là n'est pas défendable. Le coût de la faillite augmente, l'entreprise ne pourra pas supporter les charges d'intérêt. Les charges, donc, le souci. L'activité ne va pas honorer ça. Et la valeur de l'entreprise devient donc, la valeur de l'entreprise endettée est égale à la valeur de l'entreprise non endettée plus l'économie fiscale, moins le coût de la faillite de dette. Donc la symétrie d'information n'est pas partagée d'une manière équitable. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est victime d'une information incomplète. Donc ça peut être soit le banquier, soit l'actionnaire. Donc il n'est pas là chaque jour. Donc le denrée, le bilan, est-ce qu'il présente la vraie image? Ils vont le dire qu'il avait besoin d'un crédit. Et donc la fonction d'utilité de l'actionnaire, c'est avoir le dividende le plus élevé, c'est le moindre coût, moins de charges, y compris la charge d'intérêt, alors que DG, son intérêt, c'est de piloter une équipe plus importante.
Il est dans son intérêt que l'entreprise s'endette, comme ça il ne sera pas licencié si l'endettement est élevé. Donc DG a intérêt à s'endetter d'une part, il y aura des investissements à piloter plus, donc son pouvoir augmente et d'autre part, il devient indispensable en cas de l'endettement. Donc il faut intégrer donc un coût de pilotage de cette asymétrie d'information. Donc l'actionnaire doit supporter des coûts pour obliger les dirigeants à travailler dans leur intérêt. C'est ce qu'on appelle les coûts d'agence. Donc toutes les dépenses que va supporter les actionnaires pour pousser les dirigeants à travailler dans l'intérêt des actionnaires et pas dans leur intérêt. Donc quand tu nommes un commissaire aux comptes, tu supportes des coûts pour surveiller l'information, est-ce qu'il est bonne ou pas bonne. Lorsque l'actionnaire va augmenter le capital, il a privilégié le dirigeant sur les externes pour qu'il soit actionnaire. Il va agir en fonction des intérêts de l'entreprise. Donc la valeur d'entreprise endettée devient la valeur d'entreprise endettée plus la valeur actualisée des économies fiscales plus la valeur actualisée des coûts de faillite, plutôt moins la valeur actualisée des coûts de faillite, moins la valeur actualisée des coûts d'agence. Donc un autre courant et le dernier, c'est la théorie de signal de Ross. Donc pour Louis, donc si l'endettement est élevé, une entreprise qui est endettée, donc le marché lui a prêté de l'argent, ça veut dire que l'investissement qu'il veut faire sont des investissements rentables. Du fait qu'il a obtenu le financement, donc ils sont rentables. Quand tu transmets un signal que tu as pu endetter, donc tu transmets un signal que tu es solvable, que tu as des projets rentables dans le futur. Ça veut dire qu'il va y avoir un résultat élevé demain. Donc la valeur augmente. Donc l'inverse est vrai. Quand tu n'étais pas endetté, donc ça veut dire que tu n'as pas de projet d'investissement. Et d'où vient la rentabilité donc Ross exploite et considère le niveau d'endettement comme un signal relatif à la rentabilité de demain. Donc ça, c'était l'impact de la structure financière sur la valeur.